J'avais à peine passé 3 semaines éprouvantes dans les eaux glaciales de la mer de Bering, à récupérer un chalutier commercial coulé. Mes mains étaient pleines d'ampoules, mes muscles me faisaient mal jusqu'aux os, et tout ce que je voulais au monde, c'était le silence absolu de mon domaine de l'Ektao, d'une valeur de 35 millions de dollars. J'avais construit ce sanctuaire en secret. Chaque pierre, chaque poutre massive en chêne, avait été payée de mon propre sang et de ma sueur au cours des 3 dernières années. Mais quand j'ai garé mon camion boueux devant les lourds portails en fer forgé, ils étaient grands ouverts. 3 énormes camions de déménagement étaient stationnés directement sur l'herbe alpine sur mesure, que j'avais passé 200 000 $ à cultiver. Mon frère Callaway se tenait sur mon porche, aboyant des ordres aux déménageurs, et ma mère, Imagine Jean, était à l'intérieur, dirigeant une équipe qui transportait un affreux canapé en velours rouge dans mon salon minimaliste. Je suis sorti du camion. Elle m'a souri, complètement imperturbable. « Te voilà, Stella. Nous emménageons. Je savais que tu avais acheté cette immense propriété pour la famille grandissante de Callaway. Tu es enfin un bon frère obéissant. » Ma vision est devenue rouge. L'audace absolue de la situation m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri. Mais dans ma tête, un compte à rebours avait déjà commencé. Comment cela était-il arrivé? Et qu'allais-je faire? Vous êtes sur le point de découvrir jusqu'où une famille toxique peut pousser sa chance avant d'être complètement détruite. Pour comprendre pourquoi ce moment a brisé la dernière limite qu'il me restait, vous devez comprendre ce que cette maison signifiait pour moi. J'ai 42 ans et je possède une entreprise de sauvetage maritime. C'est un travail sale, dangereux et éreintant. Je passe ma vie dans de lourdes combinaisons de plongée, entourées de carburant diesel, de rouille coupante et de la pression écrasante des profondeurs océaniques. Je m'occupe d'épaves. C'est ainsi que j'ai fait fortune, en retirant des cargaisons de plusieurs millions de dollars des abysses. Mais pour ma famille, j'ai toujours été le simple « homme à tout faire » de la mer. Callaway, en revanche, était l'enfant prodige. Il a 46 ans, est gestionnaire de capital risque à San Francisco, porte des costumes sur mesure, parle un jargon financier agaçant et traite tout le monde autour de lui comme du personnel. Mes parents adoraient l'endroit où il marchait, car il leur donnait l'illusion d'un prestige de haute société au sein de leur club de retraite. En montant la montagne vers Taos cet après-midi-là, l'odeur des pins effaçait généralement la graisse et la crasse de mon travail. Le domaine était ma forteresse cachée. Il se trouve sur une crique privée, entourée d'arbres centenaires, avec un quai privé et un système de sécurité ultramoderne. Personne dans ma famille n'était au courant. Je voulais un endroit où l'on n'attendait pas de moi que je paie les factures de quelqu'un d'autre, que je répare les erreurs de quelqu'un d'autre, ou que j'écoute des sermons interminables sur la façon dont je devrais être plus comme mon frère aîné. Pourtant, ils étaient là. Les lourds pneus des camions de déménagement avaient creusé de profondes ornières boueuses dans la pelouse verte immaculée. Les portes d'entrée, sculptées dans du noyer massif, étaient maintenues ouvertes par une glacière en plastique bon marché. Les déménageurs heurtaient négligemment les meubles contre les arches en pierre. J'ai monté lentement les marches du porche, mes lourdes bottes de travail laissant de faibles traces de saleté sur le marbre. Ma mère m'a tapoté le bras comme si j'étais un enfant perdu errant sur sa propriété. Elle avait déjà placé ses chats en porcelaine florale sur ma cheminée épurée et moderne. Le droit inouï qui émanait d'elle était suffocant. Elle croyait sincèrement que, parce que j'étais le frère cadet célibataire qui travaillait de ses mains, tout succès que j'avais appartenait automatiquement au collectif familial. Et par « collectif familial », elle entendait Callaway. Je l'ai contourné du regard, observant 2 hommes qui peinaient à porter un lustre massif et de mauvais goût dans le couloir. Ils éraflaient les murs. Mes murs. Les murs que j'avais passé des semaines à poncer pendant mes jours de congé. J'ai pris une profonde et régulière inspiration. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas jetés dehors sur le champ, car exploser de rage est ce que font les personnes faibles. Je devais connaître toute l'étendue de leur délire avant de le pulvériser complètement. Qu'est-ce que Callaway pensait exactement accomplir ici? Si vous vous demandez pourquoi je suis resté si effroyablement calme pendant que ma maison était envahie, c'est parce que ce n'était pas une sensation nouvelle. Toute ma vie avait été une masterclass dans l'art d'encaisser le manque de respect. Mon esprit a instinctivement construit un musée de toutes les fois où il m'avait traité comme de la boue. Et traverser cette maison remplie de leurs meubles bon marché, c'était comme ouvrir les portes de ce musée. Laissez-moi vous montrer la pièce à conviction A. J'ai baissé les yeux sur mes mains.
Les épaisses cicatrices pâles qui parcouraient mes paumes et mes avant-bras. Quand j'avais 27 ans, j'étais pratiquement affamé, essayant de lancer mon entreprise de sauvetage. Je travaillais 14 heures par jour sur un remorqueur rouillé. Un après-midi, au milieu d'une tempête hivernale, un câble de treuil en acier s'est rompu sous une tension extrême. Il a balayé le pont et m'a déchiqueté les bras. J'ai failli me vider de mon sang avant que l'hélicoptère des gardes-côtes ne m'atteigne. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital stérile, enveloppé de bandages, terrifié à l'idée de perdre mes mains et mes moyens de subsistance. L'infirmière a tenu le téléphone à mon oreille pour que je puisse parler à mon père, Alden. J'attendais du réconfort. J'attendais à ce qu'il me demande si j'allais survivre. Au lieu de cela, ses tout premiers mots furent une plainte. « Stellin, la transmission de la BMW de ton frère vient de lâcher. Il a un grand dîner avec un client la semaine prochaine et a besoin d'une voiture fiable. Tu n'as pas envoyé ta part du paiement de sa voiture ce mois-ci. Vas-tu virer l'argent ou dois-je encore puiser dans mes économies ?» J'étais allongé là, fixant le plafond, écoutant le bip du moniteur cardiaque. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital. Il a soupiré un son lourd et agacé, et a dit « Eh bien, essaie de régler ça vite. Callaway est sous beaucoup de stress. » Ce fut le moment exact où j'ai réalisé que je n'étais pas un fils. J'étais un distributeur automatique de billets. J'étais une éponge destinée à absorber les désordres que l'enfant prodige causait. La pièce à conviction B était Thanksgiving il y a 10 ans. J'avais passé 2 mois dans mon garage exigu, à sculpter à la main une magnifique table de salle à manger en acajou recyclé. Je l'avais poncée jusqu'à ce qu'elle soit lisse comme du verre et l'avais finie avec des huiles naturelles. C'était mon cadeau à mes parents, une œuvre d'art dans laquelle j'avais mis mon âme. Je l'ai attachée sur le toit de mon vieux camion et j'ai conduit 3 heures dans la neige pour la livrer. Quand je suis arrivé, Callaway venait de se garer avec sa voiture de sport louée. Il avait apporté une bouteille de vin de $500. Mes parents lui ont pratiquement fait une parade. Ils ont ouvert le vin, ont porté un toast à son incroyable succès, et m'ont complètement ignoré, debout dans l'embrasure de la porte, tenant une extrémité d'une immense table en bois. Quand j'ai finalement réussi à traîner la table à l'intérieur, ma mère l'a regardée avec un dégoût à peine voilé. « Oh, Stellin, dit-elle, plissant le nez. C'est très rustique, mais cela jure vraiment avec l'esthétique élégante que j'ai dans la salle à manger. Laisse-la simplement sur la terrasse arrière pour l'instant. Peut-être pourrons-nous y mettre des plantes en pot au printemps. » Ils l'ont laissé dans la neige. Au printemps, le bois s'était déformé et fissuré. Je n'en ai jamais parlé, et ils ne se sont jamais excusés. Ces souvenirs m'ont traversé l'esprit alors que je me tenais dans mon couloir, regardant le répondeur en cuir odieux de Callaway être poussé dans ma salle de lecture. Le contraste était presque risible. Ici, j'étais, sentant l'eau salée, le carburant diesel et le travail honnête. Et là, ma famille apportait l'odeur de la fausse richesse, du lourd parfum et du droit illimité dans la seule chose pure que j'ai jamais créée pour moi-même. Ils ont toujours cru que mon argent était un accident heureux. Un coup de chance arrivé à un brut ouvrier qui ne savait pas apprécier les belles choses. Ils croyaient que Callaway, avec ses diplômes sophistiqués et son bagou, était le propriétaire légitime de tout ce qui de bon entrait dans notre famille. Je suis sorti de mes pensées lorsque j'ai entendu des pas résonner sur les carreaux de pierre importés. Callaway sortait de mon immense garage attenant, tenant une tasse de mon espresso cher. Il portait un pull en cachemire, regardant autour de lui avec une expression suffisante et satisfaite sur son visage, agissant comme le seigneur du manoir. Le musée de la douleur dans ma tête a fermé ses portes, enfermant la colère à l'intérieur. Il était temps de faire face à la réalité devant moi. Que allait-il dire? Callaway s'est dirigé vers moi, complètement détendu. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait d'entrer par effraction dans la propriété privée de son frère. Il ressemblait à un roi inspectant son territoire nouvellement conquis. Il a pris une gorgée de son espresso, savourant la richesse du goût, et m'a offert un sourire condescendant. « Stellin, te voilà, dit-il, agitant vaguement une main autour du grand foyer. Je dois admettre que tu as fait du bon travail avec la structure de cet endroit. Un peu froid, un peu trop industriel à mon goût, mais Deline travaille déjà à le rendre plus chaleureux. » Je l'ai regardé. Le culot de cet homme était presque fascinant à observer. Le rendre plus chaleureux, ai-je répété, ma voix dangereusement basse. Oui, Callaway a ri, manquant complètement le ton d'avertissement dans ma voix. Écoute,
nous avons décidé de prendre la chambre principale au 2e étage. Deline a besoin des dressings pour ses garde-robes saisonnières. Et la vue sur le lac depuis ce balcon est exactement ce dont j'ai besoin pour mes appels matinaux avec les investisseurs. Mais ne t'inquiète pas, petit frère. Je pensais que tu pourrais prendre la maison d'amis au bout de la propriété. C'est calme là-bas, parfait pour toi pour décompresser après tes petites excursions en bateau salissante. Il m'offrait la maison d'amis sur mon propre domaine de 35 millions de dollars. Ma mère est venue derrière lui, acquiesçant avec un enthousiasme débordant. Cela a juste le plus de sens. Stellin, Callaway a une famille. Ils ont besoin d'espace. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de 4 chambres massives et d'un home cinéma. C'est égoïste pour un homme d'accumuler tout cela, alors que ton frère a une image à maintenir dans ses cercles sociaux. J'ai regardé ma mère, puis Callaway. Une question cruciale a finalement émergé dans mon esprit. La sécurité de ce domaine n'était pas une blague. Elle comportait un portail biométrique de qualité commerciale et des serrures intelligentes cryptées sur chaque porte extérieure. Comment êtes-vous entré, exactement, ai-je demandé, gardant mon visage complètement impassible. Ma mère a bombé la poitrine, l'air incroyablement fier d'elle. Oh, c'était très simple. Quand tu nous as rendu visite à Noël, tu as laissé ta veste sur la chaise. Je faisais juste le ménage et j'ai trouvé une carte de visite dans ta poche pour un architecte paysagiste nommé Marin. Je l'ai appelé, j'ai fait semblant d'être ton assistante exécutive, et je lui ai dit que les entrepreneurs étaient enfermés dehors. Elle m'a donné le code temporaire du portail et la combinaison du coffre-fort principal. Tu devrais vraiment être plus prudent avec ta sécurité, Stellin. N'importe qui aurait pu entrer. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine. Elle avait fouillé dans mes poches, volé mes informations privées, usurpé l'identité de mon personnel et manipulé un fournisseur pour s'introduire chez moi, et elle pensait me rendre service en signalant une faille de sécurité. Callaway s'est approché, baissant la voix à ce faux ton fraternel qu'il utilisait quand il voulait paraître magnanime. Écoute, Stellin, je sais que tu aimes ta vie privée, mais c'est une victoire pour tout le monde. Nous avons une retraite d'été. Tu as de la famille autour de toi, et cela améliore le portefeuille familial. N'en faisons pas toute une histoire. À cet instant précis, Deline, la femme de Callaway, est descendue le grand escalier. Elle était vêtue d'un ensemble de détente de marque, tenant son téléphone, enregistrant clairement une vidéo pour ses réseaux sociaux. Oh mon Dieu, les gars! La lumière naturelle de mon nouveau foyer est littéralement à tomber par terre, a-t-elle gazouillé à ses abonnés avant de me remarquer. Elle a mis la vidéo en pause et m'a offert un sourire tendu et faux. Stellin, tu traînes de la boue sur mes nouveaux tapis. Peux-tu enlever ces bottes, s'il te plaît? N'importe qui d'ordinaire aurait explosé. N'importe qui d'ordinaire aurait donné des coups de poing, hurlé à plein poumon et les aurait traînés physiquement dehors. Mais je ne suis pas une personne normale. Quand vous passez votre vie à plonger sur des épaves, vous apprenez une règle vitale de survie. Lorsque vous êtes pris dans un courant sous-marin massif, vous ne nagez pas immédiatement à contre-courant. Vous le laissez vous emporter un instant, conservant votre énergie jusqu'à ce que vous trouviez une roche solide pour vous ancrer. Ensuite, vous sortez votre couteau et coupez la ligne de vie de ceux qui essaient de vous entraîner vers le bas. J'ai regardé Delphine. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Callaway. Bien sûr, ai-je dit doucement, ma voix parfaitement calme. Je vais rester dans la maison d'amis pendant quelques jours. Callaway a souri, me tapotant l'épaule. Bon homme. Je savais que tu entendrais raison. Je me suis retourné, j'ai pris mon sac de sport dans le camion et j'ai marché vers la maison d'amis près de l'eau. Je n'ai pas regardé en arrière. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais le même frère cadet brisé et obéissant qui nettoierait tranquillement le patio pendant qu'il buvait du vin à l'intérieur. Mais il n'avait aucune idée que je venais de les laisser nager directement dans une cage d'acier, et j'étais sur le point de verrouiller la porte. La maison d'amis était magnifique, une version miniature du domaine principal avec de larges fenêtres donnant sur la surface sombre et vitreuse du lac Tao. Mais en jetant mon sac sur le lit, j'ai eu l'impression d'être en prison. Pendant les 48 heures suivantes, je n'ai pas mis les pieds dans la maison principale. Je suis resté dans la cabane d'amis, buvant du café noir et regardant mon sanctuaire être violé en temps réel via les flux des caméras de sécurité interne du domaine sur mon ordinateur portable. C'était une torture absolue. C'était comme regarder une meute d'animaux sauvages déchirer un chef-d'œuvre.
Sur la caméra 3, j'ai vu Deline diriger un bricoleur qu'elle avait apparemment engagé sur Internet. Il enfonçait de massifs clous en fer directement dans les panneaux de chaîne massifs sur mesure du grand couloir pour accrocher une série de tableaux abstraits bon marché produits en série. Chaque coup de marteau me faisait serrer la mâchoire. Ces panneaux de chaîne avaient été importés d'une forêt durable en Scandinavie, coûtant plus de 100 000 $ rien que pour les matériaux. Sur la caméra 5, j'ai vu les 2 jeunes enfants de Callaway courir en liberté dans le salon. Ils avaient des marqueurs permanents et traitaient mon canapé en cuir italien blanc importé comme une toile géante. Mon père, Alden, était assis là dans son fauteuil, lisant le journal, ignorant complètement la destruction qui se produisait à 60 cm de lui. Mais le coup de grâce est venu sur la caméra 2, dans la cuisine. Ma mère était en train de laver le sol pour tenir son eau sale et savonneuse. Elle utilisait un grand récipient en céramique. C'était un authentique vase de la dynastie Ming que j'avais acheté lors d'une vente aux enchères exclusives pour 45 000 $. Elle l'avait jeté par terre, l'avait rempli de nettoyant chimique pour le sol, et y trempait une serpillière sale parce qu'elle pensait que cela ressemblait à un seau rustique. J'ai claqué mon ordinateur portable. La rage me brûlait la poitrine. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne au monde qui me comprenait, mon oncle Evandé. Evandé était le frère cadet de mon père, un ingénieur de la marine à la retraite qui menait une vie tranquille en Oregon. Il était rude de caractère, jurait comme un marin et n'avait aucune tolérance pour les bêtises. Il était aussi la seule personne qui avait toujours cru en moi. Quand j'avais 22 ans, essayant d'acheter ma première pièce d'équipement de sauvetage, la banque s'était moquée de moi. Evandé m'avait accordé un prêt personnel de 5 000 $ de sa propre pension et m'avait dit de leur prouver qu'ils avaient tort. Il a répondu au deuxième coup de sonnerie. « Stellin, tu as l'air de mâcher du verre. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des camions de déménagement, des codes de sécurité volés, de la maison d'amis, des clous dans les murs en chaîne, et du vase de 45 000 $ servant de seau à serpillière. Pendant une longue minute, il n'y eut qu'un lourd silence au bout du fil. Je pouvais l'entendre gratter une allumette pour allumer sa pipe. Stellin, grogna finalement Evandé, sa voix épaisse de dégoût. Je t'ai appris à construire un empire à partir de ferraille. Je t'ai appris à combattre des courants qui pourraient écraser un sous-marin. Alors dis-moi, pourquoi diable laisses-tu une bande de vautours parasites te dévorer les os dans ta propre putain de maison? Je ne le fais pas, ai-je répondu, regardant par la fenêtre la maison principale. Je les laisse juste s'installer confortablement avant de leur faire tomber le ciel sur la tête. Je veux m'assurer de bien faire ça. Je veux ne leur laisser aucune chance de revenir. Bien, grommela Evandé. Ton père et Callaway jouent à ce jeu de la fausse richesse depuis 20 ans. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est un château de cartes. Stellin, trouve le vent et fais-le s'effondrer. Nous avons parlé quelques minutes de plus et ses paroles m'ont ancré. Il a validé chaque pensée sombre et vengeresse que j'avais. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas déraisonnable. Je me préparais simplement à protéger ce qui était à moi. J'ai rouvert mon ordinateur portable. Je devais voir quel serait leur prochain mouvement. Ils étaient trop à l'aise, agissant de manière trop permanente. Ce n'était pas une escapade d'un week-end pour eux. Le volume impressionnant de cartons, l'embauche d'un bricoleur, la prise de contrôle complète des placards, tout cela pointait vers quelque chose de bien plus grand. Pourquoi Callaway, un homme qui se glorifiait de son style de vie luxueux à San Francisco, avait-il soudainement décidé de déménager toute sa famille à 4 heures de là, dans les montagnes, sans aucun avertissement préalable? Mes pensées ont été interrompues par un coup sec à la porte de la maison d'amis. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Callaway se tenait sur le porche, tenant une élégante tablette numérique, l'air incroyablement satisfait de lui-même. « Salut, Stellin, dit-il joyeusement. Je suis content de t'avoir attrapé. Il faut qu'on parle de samedi soir. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Que se passe-t-il samedi soir? Il a affiché un sourire éclatant, entièrement faux. Je donne une fête et tu as un rôle très spécifique à jouer. Callaway est entré dans la maison d'amis sans attendre d'invitation, regardant autour de lui d'un œil critique, comme s'il évaluait l'espace pour une future rénovation. Il a tapoté l'écran de sa tablette et me l'a tendu pour que je la voie. C'était une invitation numérique montrant une vue aérienne de mon domaine, élégamment stylisée avec des lettres dorées. On pouvait lire
Callaway et Deline vous invitent cordialement à la pendaison de crémaillère du domaine au bord du lac. Une soirée d'élégance, de réseautage et de célébration. J'ai envoyé ça à 60 de mes meilleurs clients et partenaires de la Silicon Valley, annonça fièrement Callaway. Ce domaine est la toile de fond parfaite. Il montre la stabilité, la richesse et la vision. C'est exactement le genre de levier dont j'ai besoin en ce moment pour mon nouveau fonds d'investissement. Les traiteurs arrivent vendredi, et nous avons un quatuor à cordes réservé pour la soirée. J'ai fixé l'invitation. La folie pure était ahurissante. Il ne volait pas seulement ma maison. Il utilisait mon sang et ma sueur comme accessoire de scène pour gonfler son propre ego frauduleux. Tu organises une fête pour 60 personnes dans ma maison, ai-je déclaré platement, sans en faire une question. Callaway a levé les yeux au ciel et a soupiré, comme le grand frère souffrant qui doit faire face à un enfant déraisonnable. Allez, Stellin. Ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Une marée montante soulève tous les bateaux, n'est-ce pas? Si mon fonds réussit, cela profite à tout le monde. Papa et maman sont ravis. Ils ont déjà commandé de nouvelles tenues. Il s'est arrêté, ses yeux balayant mes jeans tachés de graisse et ma chemise en flanelle délavée. Une expression de dégoût distinct est apparue sur son visage. Écoute, à propos de samedi, a continué Callaway, son ton passant à un registre sec et autoritaire. J'ai besoin que tu restes à l'écart. Je ne peux pas te laisser te promener dans le grand hall, sentant l'huile de moteur, pendant que je parle à des milliardaires de la technologie. Alors, voici l'accord. Tu vas t'occuper du poste de barbecue extérieur près du hangar à bateau. Assure-toi que les côtes sont prêtes. Reste silencieux, et si quelqu'un te demande, ne dis pas que tu es mon frère. J'ai cligné des yeux. J'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. Tu veux que je fasse semblant de ne pas être ton parent? C'est juste pour l'image, Stellin, dit-il, agitant la main d'un geste dédaigneux. Mes clients s'attendent à un certain pédigré. Avoir un frère qui tire du métal rouillé de l'océan pour gagner sa vie, cela brouille simplement la marque. Si quelqu'un demande, dis-leur juste que tu es l'entrepreneur local que j'ai embauché pour rénover l'endroit. Porte quelque chose de propre, au moins. Essaie d'avoir l'air présentable. Le silence dans la pièce s'est étiré, épais et lourd. L'audace était si profonde, qu'elle ressemblait presque à un poids physique pesant sur ma poitrine. Il se tenait sur une propriété que je possédais, planifiant une fête avec de l'argent qu'il n'avait sûrement pas, et m'ordonnant d'agir comme son serviteur engagé. Chaque fibre de mon être me criait de l'attraper par le col de son cher pull en cachemire et de le jeter dans les eaux glaciales du lac. Je voulais le traîner jusqu'au portail, jeter ses sacs sur le chemin de terre et le regarder paniquer. Mais ensuite, j'ai regardé dans ses yeux. Derrière l'arrogance suffisante, il y avait une énergie frénétique et maniaque. La façon dont il parlait de cette fête comme d'un levier, le déménagement soudain, le désespoir d'impressionner ses investisseurs spécifiques, cela m'a frappé comme un éclair. Callaway n'agissait pas par force. Il agissait par terreur absolue. C'était un homme qui se noyait et il avait entraîné toute sa famille sur mon bateau pour ne pas sombrer. La colère en moi a changé. Elle est devenue froide, calculée et incroyablement aiguë. Je ne voulais pas seulement le jeter dehors. Je voulais l'exposer complètement. Je voulais arracher le faux plaquage d'or derrière lequel il s'était caché toute sa vie. J'ai laissé un sourire lent et facile se répandre sur mon visage. J'ai détendu ma posture et j'ai hoché la tête. Tu sais quoi, Callaway, ai-je dit doucement. Tu as absolument raison. Tout est une question d'image. Je resterai près du barbecue. Je porterai une chemise propre. Je te laisserai complètement sous les feux de la rampe. Je te le promets, je ferai en sorte que ce soit une fête que personne n'oubliera jamais. Callaway a eu l'air soulagé, méprenant complètement le danger dans ma voix. Il m'a tapoté le bras avec condescendance. C'est ça, Stellin. Je savais que tu comprendrais. Sois un joueur d'équipe. Tout finira par payer. Il s'est retourné et est sorti, tapant déjà furieusement sur sa tablette. Je l'ai regardé partir, le sourire froid toujours sur mon visage. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai attrapé les clés de mon camion et ma veste en cuir. J'avais beaucoup de travail à faire avant samedi. Je devais rassembler des munitions. Je devais découvrir exactement pourquoi Callaway était si désespéré. Et surtout, je devais m'assurer que, lorsque l'explosion se produirait, il n'aurait nulle part où se cacher.
j'ai descendu les routes de montagne sinueuses jusqu'à la ville, mon esprit tournant à 100 000 à l'heure. La ville près du lac Tao est petite, soudée et farouchement protectrice de ses habitants. J'y avais passé les 3 dernières années à nouer des relations. J'achetais mon bois à la scierie locale, j'embauchais des électriciens locaux et je buvais de la bière au pub du coin. Je n'étais pas un touriste technologique. Je faisais partie du tissu de la communauté. Mon premier arrêt fut le bureau du shérif du comté. Le shérif Barrick était un homme massif d'une 50aine d'années, un ancien marine qui gérait sa juridiction strictement selon les règles. Lui et mon oncle Évandé avaient d'ailleurs servi ensemble dans l'armée il y a des décennies. Quand je suis entré dans son bureau, il a levé les yeux d'une pile de papier et a levé un sourcil. « Stellin, tu as l'air d'un homme en mission pour enterrer un corps. »« Que puis-je faire pour toi ?» demanda Barrick, s'adossant à sa chaise en cuir grinçante. Je me suis assis et j'ai tout exposé. J'ai expliqué l'entrée non autorisée, les codes de portail volés, les camions de déménagement et le plan de la grande fête pour samedi. Je lui ai remis le titre de propriété, prouvant que j'étais le seul propriétaire du domaine par l'intermédiaire de ma société de sauvetage. Barrick a étudié les documents, sa mâchoire se serrant. Ils ont simplement emménagé sans bail, sans invitation, sans le moindre droit légal. C'est exactement ça, ai-je confirmé. Et je veux qu'ils partent. Mais je ne veux pas une expulsion discrète, shérif. Je veux une expulsion pour intrusion. Je veux que ce soit fait pendant que tous ces 60 invités de la haute société sont dans mon salon. Barrick a sifflé doucement. Une exécution publique de caractère. J'aime votre style, mon garçon. Dites le mot et j'aurai 4 voitures de police dans votre allée samedi soir. Mais vous devez vous assurer que vos bases légales sont complètement couvertes. Avez-vous parlé à votre avocat? C'est ma prochaine étape, ai-je dit, en me levant et en lui serrant la main. Merci, Barrick. On se voit samedi. 10 minutes plus tard, j'étais assis dans le bureau moelleux de mon avocate en immobilier et en droit des sociétés, une femme vive nommée Sarah, qui gérait tous les contrats complexes de mes opérations de sauvetage maritime. Je lui ai exposé la situation et lui ai demandé de faire une vérification complète des antécédents et des finances de Callaway et de mes parents. S'ils ont déménagé toute leur vie ici si soudainement, ai-je expliqué, arpentant son bureau. Il y a une raison. Callaway est arrogant. Mais il n'est pas stupide. Il n'abandonnerait pas sa vie de luxe à San Francisco à moins de n'avoir absolument pas le choix. Sarah a tapé rapidement sur son clavier, accédant au dossier financier public, au titre de propriété et au dépôt judiciaire pendant plusieurs minutes. Le seul son dans la pièce était le cliquetis des touches. Puis elle s'est arrêtée. Elle a fixé l'écran, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Stellin, a-t-elle soufflé doucement. Vous devez voir ça. J'ai contourné le bureau et j'ai regardé l'écran lumineux. Là, en texte juridique noir et blanc, se trouvait la réponse à tout. Il y a 5 jours, la luxueuse villa de plusieurs millions de dollars de Callaway à San Francisco avait été officiellement saisie par la banque. Il avait manqué à un énorme prêt. Selon les documents judiciaires, son fonds de capital risque s'était effondré de manière désastreuse, le laissant avec une dette personnelle stupéfiante de 4,5 millions de dollars. Il était complètement en faillite. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. J'ai fait défiler l'écran et j'ai senti le sang se vider de mon visage. Mes parents, Alden et Imagine-Jean, étaient mentionnés dans les documents. Dans une tentative désespérée de sauver l'image et l'entreprise de leur enfant prodige, ils avaient co-signé ces derniers prêts désespérés. Ils avaient mis en garantie leur propre compte de retraite et le titre de propriété de leur maison. Lorsque Callaway a sombré, il les a entraînés avec lui. Ils avaient perdu leur maison. Ils avaient perdu leurs économies. Ils étaient absolument et complètement ruinés. Ils n'étaient pas venus à Tao pour des vacances. Ils n'étaient pas venus pour affirmer leur domination. Ils étaient venus parce que mon domaine de 35 millions de dollars était littéralement le seul toit qui leur restait au monde qu'ils pouvaient essayer de revendiquer. Ils étaient sans abri et ils essayaient de voler mon canot de sauvetage pour se sauver eux-mêmes. Je me suis levé, les révélations s'installant sur moi comme une lourde couverture de glace. Ils avaient menti. Ils avaient fait des simagrées. Ils m'avaient traité comme un serviteur dans ma propre maison, exigeant que je fasse des barbecues pour leurs faux amis, tout en cachant le fait qu'ils étaient démunis. Callaway pensait que j'étais son filet de sécurité inconscient. Il pensait qu'il pouvait simplement me marcher sur le cou pour garder la tête hors de l'eau.
Mais il n'avait aucune idée à quel genre d'homme il avait affaire. Quand on récupère des navires, on apprend que certaines épaves sont trop lourdes à soulever. Si vous essayez de sauver un navire en train de couler qui est rempli de trous, il vous entraînera au fond de l'océan avec lui. Il faut couper la ligne. J'ai regardé Sarah. Préparer les avis d'expulsion. Préparer les ordonnances restrictives. Imprimer chaque document montrant cette saisie et cette faillite. Samedi soir allait être la fête la plus chère et la plus dévastatrice que Callaway ait jamais organisée. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez voir comment cette incroyable vengeance se déroule, veuillez prendre un moment pour soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire en me disant de quelle ville ou de quel pays vous regardez actuellement. Chaque interaction aide notre communauté à grandir et met en lumière davantage d'histoires comme celle-ci. Le samedi soir est arrivé avec une fraîcheur mordante dans l'air de la montagne. Depuis la fenêtre de ma maison d'amis, j'ai regardé le soleil plonger derrière les pics déchiquetés entourant le lac Tao, projetant de longues traînées sanglantes d'orange et de violet sur l'eau. La beauté naturelle sereine du paysage contrastait fortement avec le cirque absolu qui se déroulait sur ma pelouse. Callaway n'avait pas exagéré en disant qu'il organisait un événement impressionnant. Une flotte de VUS de luxe noirs et de voitures de sport élégantes était alignée le long de mon allée, leurs pneus écrasant les parcelles restantes de mon herbe alpine coûteuse. Une immense tente de traiteur blanche avait été érigée près du hangar à bateaux, et des serveurs en chemise blanche impeccable et nœuds papillons noirs transportaient des plateaux de flûtes de champagne et de mini-galettes de crabe, faisant la navette vers la maison principale. À travers les baies vitrées de mon salon, je pouvais voir la douce lueur dorée des lustres. Un quatuor à cordes était installé dans un coin, jouant une pièce classique qui flottait sur l'eau. C'était une masterclass de fausse richesse. Chaque détail était conçu pour projeter une image de succès intouchable. Et tout cela était financé par de l'argent que Callaway n'avait pas, affiché sur une propriété qu'il ne possédait pas, pour impressionner des gens qui le laisseraient tomber dès qu'ils sentiraient le sang dans l'eau. J'ai baissé les yeux sur moi-même. Je portais mes jeans de travail les plus tachés, le tissu raide d'eau salée séchée et de vieille graisse de machine. Mes bottes à embout d'acier étaient éraflées et recouvertes d'une fine couche de poussière grise. Par-dessus un t-shirt gris délavé, je portais ma lourde veste de travail en toile, celle que j'utilisais lorsque je soudais des pièces sur des trous rouillés sous la pluie glaciale. Je sentais légèrement le carburant diesel, la sueur et l'océan. J'étais l'exact opposé de tout ce que Callaway voulait que ses invités voient. Cela en faisait la tenue parfaite. Je suis sorti de la maison d'amis et j'ai commencé la courte marche le long du chemin de pierre jusqu'au domaine principal. L'air était rempli du son des verres qui s'entrechoquaient, des rires prétentieux et du doux bourdonnement des violoncelles. Alors que j'approchais du patio extérieur, un jeune serveur portant un plateau d'amuse-gueule s'est mis en travers de mon chemin, me regardant avec un mélange de confusion et de dégoût. « Excusez-moi, monsieur, dit le serveur, ses yeux s'attardant sur ma veste tachée de graisse. L'entrée de service est par l'arrière. Le responsable de la restauration cherche l'équipe de nettoyage. » Je n'ai même pas ralenti le pas. Je l'ai juste regardé, mon expression complètement impassible, et j'ai continué à marcher. J'ai poussé les massives portes vitrées du patio et je suis entré directement dans le grand couloir de ma propre maison. La chaleur de la pièce m'a frappé instantanément, ainsi que l'odeur écrasante de parfums coûteux et de plats traiteurs. Il y avait au moins 60 personnes entassées dans mon salon et mon foyer. Des hommes en costume sur mesure agitaient du whisky dans des verres en cristal, discutant bruyamment de start-up technologiques, de rendement de capital risqué et de projections de marché. Des femmes en robe de cocktail de marque admiraient les plafonds voûtés et la massive cheminée en pierre que j'avais construite de mes propres mains. Au centre de la pièce, trônant comme un empereur conquérant, se trouvait Callaway. Il portait un costume bleu marine sur mesure, tenait un verre de scotch, riant bruyamment à une blague racontée par un homme âgé aux cheveux argentés. Deline se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe émeraude étincelante, tenant son téléphone et diffusant en direct toute la scène. Et comme vous pouvez le voir, Deline roucoulait à ses abonnés, en balayant la caméra autour de la pièce. Le flux architectural de notre nouvelle maison au bord du lac est juste parfait pour recevoir. Callaway s'est vraiment surpassé avec cette propriété. J'ai marché lentement à travers la foule. Je n'ai pas essayé de me fondre dans la masse. J'ai laissé mes lourdes bottes heurter le parquet. Les conversations se sont brusquement interrompues à mon passage. Les gens me regardaient, resserrant leurs manteaux coûteux, reculant physiquement pour éviter de frotter mes vêtements sales. Le quatuor à cordes jouait toujours, mais l'ambiance sociale mourait rapidement.
Callaway m'a aperçu de l'autre côté de la pièce. Son visage est immédiatement devenu d'un rouge foncé et colérique. Il s'est excusé auprès de l'homme aux cheveux argentés et a marché rapidement vers moi, les yeux écarquillés de panique et de rage. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang » siffla Callaway, me saisissant le bras et essayant de me tirer vers son couloir latéral. « Je t'ai dit de rester derrière, près du barbecue. Tu sens comme une putain de marée noire. Dégage de ma vue avant de me gâcher tout ça. » J'ai baissé les yeux sur sa main, agrippant ma veste. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas baissé la voix. En fait, je l'ai projeté pour que les gens se tenant à proximité puissent m'entendre clairement. Je vérifie juste la maison, dis-je doucement. Je voulais voir si tout le monde appréciait la propriété. Arrête de parler, chuchota furieusement Callaway, sa prise se resserrant. Tu me fais honte. Va juste à la cuisine. Au lieu de reculer, j'ai avancé, le forçant à lâcher prise. Je l'ai dépassé, me dirigeant directement vers le panneau de commande de la maison intelligente haut de gamme, monté au mur près de l'escalier. J'avais installé le système moi-même. Il contrôlait tout, de l'éclairage à la sécurité, en passant par le système audio intégré. Callaway a bondi après moi, mais il était trop tard. J'ai tapé mon code maître de désactivation à 6 chiffres. J'ai actionné l'interrupteur audio principal. La musique classique diffusée par les haut-parleurs cachés au plafond s'est instantanément éteinte. Le quatuor à cordes dans le coin, confus par le changement acoustique soudain, a hésité et a cessé de jouer. Puis j'ai actionné les commandes d'éclairage extérieur. La douce lueur ambiante des lumières du patio a disparu, remplacée instantanément par les projecteurs de sécurité industriels aveuglants et de haute puissance que j'avais installés pour éloigner les ours. Toute la propriété s'est illuminée comme une cour de prison lors d'une évasion. La foule est devenue complètement silencieuse. Chaque œil dans la pièce était fixé sur l'homme à la veste de travail sale, debout près des commandes. Callaway avait l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque. Il a ouvert la bouche pour me crier dessus, pour essayer de transformer la situation en blague, pour reprendre le contrôle. Mais avant qu'il ne puisse dire un seul mot, le lourd silence de la nuit fut brisé par un son qui fit battre mon cœur froid d'une satisfaction pure et inaltérable. Des sirènes. Des sirènes multiples, fortes et hurlantes, résonnant dans les montagnes et se dirigeant directement vers nos portails. Callaway se figea. Qu'est-ce qui allait franchir ces portes? Des lumières stroboscopiques rouges et bleues traversèrent les immenses fenêtres avant, peignant les visages choqués des 60 investisseurs technologiques de couleurs alternées. Le hurlement des sirènes atteignit un niveau assourdissant avant de s'interrompre brusquement, ne laissant que le grincement agressif des pneus lourds sur le gravier. À travers la vitre, tout le monde pouvait voir 4 voitures de police du shérif du comté former une barricade sur l'allée, bloquant efficacement toutes les voitures de luxe. Les portes des voitures de police s'ouvrirent simultanément. Le shérif Barrick en sortit, ajustant sa ceinture de service, flanqué de 6 adjoints en uniforme. Il n'avait pas l'air d'arriver pour une plainte pour tapage nocturne. Il se déplaçait avec la détermination sombre et coordonnée d'une descente tactique. Une vague de murmures nerveux parcourut le salon. Les cadres technologiques et les capital risqueurs ont instinctivement sorti leur téléphone. Les gens riches n'aiment pas être dans la même pièce que les forces de l'ordre, à moins que ce ne soit eux qui les aient appelés. Le visage de Callaway est passé du rouge foncé à un gris cendré maladif. Il a affiché son meilleur sourire d'entreprise, le plus écœurant de confiance, et s'est frayé un chemin agressivement à travers ses invités vers la porte d'entrée. Il allait essayer de s'en sortir en douceur. Il allait utiliser son faux charme pour étouffer l'explosion. Le shérif Barrick a poussé les lourdes portes en noyer avant que Callaway ne puisse même atteindre la poignée. Le vent froid de la montagne a balayé le foyer, apportant avec lui la dure réalité du monde extérieur. « Shérif, bonsoir. » Callaway a pratiquement crié, ouvrant les bras dans un geste d'hospitalité exagéré. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Je suis Callaway, le propriétaire de cette propriété. Nous organisons juste un petit événement de réseautage privé. Si c'est à propos du bruit, je vous assure que nous allons baisser la musique immédiatement. Pouvons-nous sortir et régler cela en privé? Il a tendu la main, tentant de taper Barrick sur l'épaule. Le geste universel de l'homme riche pour laissez-moi vous faire un chèque et faire disparaître tout ça. Le shérif Barrick n'a pas souri. Il n'est pas sorti. Il a simplement fait un pas en avant, forçant Callaway à reculer et a sorti un épais dossier jaune de sous son bras.
Je ne suis pas là pour une plainte pour tapage nocturne. La voix de Barrick a résonné dans le foyer silencieux, profonde et autoritaire. Et je ne sors absolument pas. Je suis ici pour répondre à un rapport d'intrusion criminelle et d'occupation illégale. Callaway a ri. Un son aigu, tendu et désespéré. Intrusion? C'est absurde. C'est ma maison. Ce sont mes invités. Je pense que vous avez la mauvaise adresse, officier. Barrick a ouvert le dossier et a sorti un document net et notarié. Il l'a tenu de manière à ce que la lumière du lustre supérieur capte le sceau officiel du comté. J'ai l'acte de propriété tiré directement du bureau du greffier du comté, a annoncé Barrick, sa voix portant facilement jusqu'au fond de la pièce où le personnel de la restauration se cachait. Ce domaine de 35 millions de dollars est entièrement la propriété de Deep Sea Salvage and Recovery Incorporated. Le seul propriétaire et le propriétaire légal de cette société est Stellin. Les yeux de Barrick ont parcouru la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur moi, debout près de l'escalier, dans ma veste tachée de graisse. Il a hoché la tête respectueusement. « Bonsoir, Stellin. Est-ce l'individu qui revendique la propriété de votre bien ?» Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi, l'homme qu'ils avaient évité, l'homme qu'ils pensaient être le personnel engagé, l'homme dont Callaway avait profondément honte. J'ai avancé lentement, mes bottes cognant le bois. Je me suis arrêté juste à côté de mon frère. Il tremblait. De véritables tremblements visibles parcouraient ses bras. « Oui, shérif, ai-je dit calmement. C'est l'homme. Il est entré par effraction dans mon domaine, a déménagé ses meubles sans ma permission, et a organisé une fête en utilisant mes ressources. Ma mère, imaginant, s'est soudainement frayé un chemin à travers la foule. Elle portait une robe à paillettes ridicule, son visage déformé par un mélange de fureur et de panique. Stellin, arrête ces bêtises tout de suite. Dis aux agents que c'est un malentendu familial. Dis-leur que ton frère a le droit d'être ici. Tu nous fais honte devant ces investisseurs. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Callaway. Puis je me suis tourné vers les 60 invités qui regardaient cela se dérouler comme un horrible accident de voiture. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit, projetant ma voix pour que chaque personne puisse m'entendre. Mon frère Callaway aime se présenter comme un capital risqueur prospère. Il vous a invité ici ce soir pour obtenir des investissements pour son nouveau fonds. Il voulait que vous croyiez que ce domaine était la preuve de sa stabilité financière. J'ai tendu la main dans la poche de ma propre veste et j'ai sorti les documents juridiques pliés que mon avocate Sarah m'avait imprimés. Je les ai brandis. Ce qu'il ne vous a pas dit, ai-je continué, ma voix tranchant la pièce comme un scalpel, c'est qu'il y a 5 jours, son manoir de plusieurs millions de dollars à San Francisco a été officiellement saisi par la banque. Il porte actuellement une dette personnelle de 4,5 millions de dollars. Son fonds précédent s'est effondré. Il est complètement en faillite et il n'a nulle part où vivre. Il ne vous a pas invité à une pendaison de crémaillère. Il vous a invité sur une scène de crime, espérant vous escroquer suffisamment d'argent pour sauver sa peau avant que la banque ne le rattrape. Un halètement collectif a retenti dans la pièce. Une femme en robe rouge a couvert sa bouche. Un PDG technologique éminent, debout près de la cheminée, a immédiatement posé son verre et a commencé à chuchoter furieusement à son assistant. Callaway avait l'air d'avoir été abattu. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. L'armure dorée était complètement brisée, ne laissant qu'un voleur désespéré et menteur exposé aux personnes mêmes dont il avait le plus besoin. Mais la nuit n'était pas finie. Quel était mon dernier coup? Le chaos a éclaté dans le grand salon. Le vernis sophistiqué de la fête de la haute société s'est dissous en quelques secondes. Les investisseurs et les cadres ne chuchotaient pas seulement. Ils s'éloignaient activement de Callaway comme s'il avait une maladie hautement contagieuse. Dans le monde du capital risque, la perception est tout. Être associé à un fraudeur en faillite, qui faisait l'objet d'une enquête pour intrusion criminelle, était un suicide professionnel. Plusieurs invités avaient leur téléphone dehors, enregistrant ouvertement la scène. Deline, qui diffusait en direct à ses abonnés quelques instants auparavant, a soudainement réalisé l'horreur de sa situation. Elle a laissé tomber son téléphone, l'écran se fissurant contre le sol en pierre, et a commencé à crier sur les invités. Arrêtez d'enregistrer. Rangez vos téléphones tout de suite. C'est un événement privé. Mon mari est un manager respecté. Stellin ment. Il est juste jaloux de nous, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant hystériquement. Personne ne l'a écouté.
le PDG technologique près de la cheminée a boutonné son manteau, a jeté un regard de pur dégoût à Callaway et est sorti directement par la porte d'entrée, marmonnant qu'il contacterait son équipe juridique. Le reste de la foule a suivi comme un troupeau de moutons paniqués, se serrant pour passer devant les adjoints du shérif, abandonnant leurs manteaux et leurs boissons dans leur désespoir de fuir la propriété. En 5 minutes, l'immense maison était entièrement vide d'invités. Les seules personnes restantes étaient le shérif Barrick, ses adjoints, le personnel de traiteur caché dans la cuisine, et ma famille terrifiée et ruinée. Callaway s'est effondré sur le canapé en cuir blanc sur lequel ses enfants avaient dessiné plus tôt. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules se soulevant. Son monde entier, son illusion de supériorité soigneusement construite, avait été anéanti en moins de 10 minutes. Mon père, Alden, qui était resté silencieux pendant toute l'épreuve, s'est finalement avancé. Il avait l'air incroyablement vieux, son visage pâle et émacié. Il m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une réalisation soudaine et pathétique de sa propre vulnérabilité. Stellin, mon père a éraillé, sa voix dépourvue de son autorité habituelle. Tu n'avais pas à faire ça comme ça. Tu as ruiné sa carrière. Tu as ruiné sa vie. Nous sommes ta famille. Vous avez ruiné vos propres vies, ai-je répondu froidement, ne ressentant absolument aucune pitié. J'ai vérifié les déclarations de faillite. Papa, je sais que toi et maman avez co-signé ces prêts. Je sais que vous avez mis vos comptes de retraite et votre maison en garantie pour couvrir ces paris sur le marché. Je sais que vous avez perdu votre maison aussi. Vous êtes venu ici parce que vous êtes sans abri et que vous pensiez pouvoir simplement prendre ce qui est à moi comme vous l'avez toujours fait. Ma mère a poussé un long et dramatique cri et s'est effondrée sur une chaise, pleurant hystériquement. Mais j'étais insensible à ses larmes. J'avais passé ma vie à la regarder utiliser ses larmes pour manipuler les situations. J'ai vérifié ma lourde montre de plongeur. Le timing devait être parfait. Juste à ce moment-là, le bruit profond et grondant de lourds moteurs diesel a résonné dans l'allée, bien plus fort et plus intimidant que celui des voitures de police. Par les portes d'entrée ouvertes, 3 énormes dépanneuses de qualité industrielle, faisant partie de ma flotte de sauvetage commercial, sont entrées dans l'allée. Leurs feux de détresse jaune vif tournaient, projetant de longues ombres menaçantes sur la pelouse. Les lourds freins pneumatiques ont sifflé bruyamment lorsque les camions se sont garés directement devant la maison. 4 de mes hommes d'équipage de sauvetage les plus forts ont sauté, portant de lourds gants de travail, tenant de massives chaînes d'acier et des sangles de remorquage. Callaway a levé les yeux de ses mains, ses yeux s'écarquillant de terreur fraîche. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dirigé vers lui, me tenant droit, projetant chaque once de l'autorité que j'avais acquise en combattant l'océan. C'était le coup de force ultime. Ce sont mes camions de sauvetage, lui ai-je dit, ma voix résonnant dans la grande pièce. Ils servent à traîner de lourdes ordures hors de la boue. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Tu es actuellement en infraction. Le shérif Barrick détient un avis d'expulsion formel et une ordonnance restrictive. J'ai pointé l'horloge grand-mère dans le coin de la pièce. Je vous donne exactement 20 minutes, ai-je annoncé. Toi, ta femme, tes enfants et nos parents, vous allez ramasser tous les vêtements et objets personnels que vous pouvez porter. Vous sortirez par mes portails d'entrée. Tout ce qui restera dans cette maison après 20 minutes, vos meubles bon marché, vos appareils électroniques, vos vêtements de marque, sera sorti par mon équipe et jeté directement sur l'accotement en gravier de l'autoroute d'État. Si vos voitures sont toujours garées sur mon herbe, mes dépanneuses les mettront en fourrière. Callaway m'a regardé, bouche bée. Tu ne peux pas être sérieux. Il fait un froid de canard dehors. Il commence à pleuvoir. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, Callaway, ai-je dit doucement, me penchant pour qu'il puisse entendre la finalité absolue dans ma voix. Peut-être devrais-tu utiliser tes impressionnantes compétences en réseautage pour le découvrir. Ton temps commence maintenant. Merci d'avoir suivi cette histoire à travers tout ce chaos. Si vous regardez toujours, laissez un commentaire avec les mots toujours là. C'est un petit signe d'honneur qui montre que vous êtes arrivé jusqu'ici, et je promets d'aimer et de répondre à chaque commentaire qui inclut cette phrase. Continuez à regarder. La fin est intense. Le compte à rebours a commencé et la réalité absolue de la situation les a finalement frappés. Il n'y avait plus de dispute. Il n'y avait plus de fanfaronnade. Il n'y avait que la pure et frénétique désespérance.
Callaway s'est précipité hors du canapé et a couru à l'étage, criant à Adeline d'attraper les enfants et de faire les valises. Je me suis tenu dans le foyer, les bras croisés, observant ce spectacle pathétique se dérouler. Le shérif Barrick et ses adjoints se tenaient près des portes, les mains posées près de leur ceinturon de service, s'assurant que personne n'essaierait quelque chose de stupide. Ma mère, imaginant, n'a pas couru à l'étage. Elle a réalisé que faire les valises signifiait accepter la défaite. Au lieu de cela, elle a choisi la seule tactique qui lui restait. Elle s'est jetée à genoux au milieu du parquet, attrapant l'ourlet de ma veste de travail sale. Son visage était strié de mascara qui coulait, ses faux cils pendaient. « Stélin, s'il te plaît. Je t'en supplie. » Elle a hurlé, sa voix résonnant de manière stridente contre les murs de pierre. « Ne fais pas ça. Tu nous condamnes à mourir dehors. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de maison. La banque a tout pris. Nous sommes ton sang. Tu ne peux pas jeter ta propre mère sous la pluie. » Je l'ai regardée. Il y a 15 ans, quand je saignais dans un lit d'hôpital, terrifié à l'idée de perdre mes mains. Elle n'avait pas versé une seule larme pour moi. Quand ils m'ont fait rester dehors dans la neige avec une table que j'avais construite de mes propres mains, ils n'avaient pas tenu compte de mes sentiments. Ils m'avaient saigné à blanc toute ma vie. Et maintenant que l'autre ripostait enfin, les parasites jouaient les victimes. J'ai doucement mais fermement libéré mes doigts de sa veste et j'ai reculé d'un pas. « Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Nous sommes du même sang, mais le sang ne te donne pas le droit de détruire ma vie, de réparer tes erreurs. » Elle a sangloté plus fort, tendant la main vers moi à nouveau. « Nous avons fait une erreur. Nous essayons juste d'aider Callaway. C'est ton frère. Et je suis ton fils, ai-je répondu. Mais ça n'a jamais compté, n'est-ce pas? Te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand j'avais 22 ans, travaillant 3 emplois, te suppliant pour un petit prêt juste pour pouvoir manger pendant que je construisais mon entreprise? Tu m'as regardé et tu as dit, Stélin, les gens matures prennent la responsabilité de leurs propres décisions financières. Nous ne pouvons pas te tenir la main éternellement. Je ne fais que suivre tes excellents conseils parentaux, maman. Tu as pris un pari sur Callaway. Tu as perdu. Maintenant, prends la responsabilité de tes décisions financières. Mon père se tenait à quelques pas, observant cet échange. Il n'a pas dit un mot. Il savait que j'avais raison. L'hypocrisie de toute leur existence les avait enfin rattrapés. Les 20 minutes se sont évaporées rapidement. Callaway et Adeline sont descendus les escaliers en trébuchant, traînant derrière eux 4 énormes valises de marque. Leurs 2 enfants pleuraient, confus et effrayés par les cris. Adeline ressemblait à un fantôme. Sa robe émeraude coûteuse était tachée de sueur et de panique. Callaway ne m'a pas regardé. Il a gardé les yeux fixés sur le sol, complètement brisé. Le temps est écoulé, ai-je annoncé. J'ai fait un geste à mon équipe de sauvetage qui se tenait dehors. Enlevez leur voiture de mon herbe. Garez-les devant les portails. S'ils ne les déplacent pas dans 10 minutes, remorquez-les au dépôt de la fourrière du comté. L'équipe a agi avec une efficacité brutale. Ils ne se souciaient pas des logos de luxe sur les voitures. Ils ont accroché les chaînes, soulevé les véhicules et les ont traînés hors de ma pelouse ruinée, les déposant sans cérémonie sur l'accotement de terre de la route de montagne, en dehors de la limite de ma propriété. J'ai conduit ma famille jusqu'à la porte d'entrée. Le temps en montagne était devenu violent. Une pluie glaciale, mêlée de grésil, tombait du ciel noir, transformant le chemin de terre en un marécage boueux. Callaway, Adeline, les enfants et mes parents ont traîné leurs valises dehors. Le vent froid a immédiatement fouetté leurs cheveux et trempé leurs vêtements coûteux. Le shérif Barrick se tenait sur le porche, tendant à Callaway une épaisse pile de documents juridiques enveloppés dans une pochette en plastique. « Ce sont vos copies des ordonnances restrictives, dit Barrick d'une voix rude. Vous êtes légalement interdit de vous approcher à moins de 500 yards de Stélin, de son entreprise ou de ce domaine. Si je revois l'un d'entre vous sur cette montagne, je vous arrêterai sur le champ. Comprenez-vous » Callaway a hoché faiblement la tête, ses dents claquant de froid. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, la lumière chaude du lustre se répandant derrière moi, contrastant avec l'obscurité glaciale dans laquelle il s'avançait. Ma mère a regardé en arrière une dernière fois, son visage masqué d'une haine pure et de désespoir. « Tu pourriras en enfer pour ça, Stélin, cracha-t-elle avec venin par-dessus le bruit de la pluie. Peut-être, ai-je répondu calmement.
Mais ce soir, je dormirai dans un lit chaud. J'ai tendu la main, saisi les lourdes poignées en laiton des portes en noyer, et je les ai claquées, verrouillant le pêne avec un clic fort et satisfaisant. Est-ce vraiment fini, ou les parasites trouvent-ils toujours un moyen de revenir? Le silence qui s'est abattu sur la maison après le verrouillage des portes était absolu et profond. L'énergie chaotique et suffocante qui avait tourmenté mon sanctuaire pendant les 48 dernières heures a disparu instantanément. Je me suis tenu dans le foyer, écoutant la pluie battre contre les lourdes baies vitrées, prenant une profonde et purificatrice inspiration. Mais le désordre physique subsistait. Le lendemain matin, je n'ai pas perdu de temps à pleurer une famille que je n'avais jamais vraiment eue. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé une équipe de nettoyage industriel professionnel de la ville. Je les ai payés le triple de leur tarif normal pour travailler un dimanche. Pendant 10 heures, ils ont frotté, poli et désinfecté chaque centimètre carré du domaine. Ils ont retiré les tableaux abstraits Bond Chip, réparé les trous dans mes panneaux de chaîne sur mesure et utilisé des produits chimiques spécialisés pour enlever les taches de marqueur du canapé en cuir italien. Mon propre équipage de sauvetage est venu et a passé l'après-midi à charger tous les meubles indésirables que Callaway avait apportés dans un énorme camion benne. Je n'ai gardé aucun article. J'ai tout fait transporter à la décharge du comté et broyer. Je ne voulais aucune trace de leur existence dans ma maison. Le lundi, j'avais une entreprise de sécurité haut de gamme sur la propriété. Nous avons démoli les anciens portails en fer forgé. À leur place, j'ai payé 50 000 $ pour installer un système de barricade en acier renforcé massif, complet avec des scanners biométriques de qualité militaire, des lecteurs de plaques d'immatriculation et une liaison d'alarme directe avec le centre de répartition du shérif Barrick. Ma maison n'était plus seulement un sanctuaire. C'était une forteresse. Un mois a passé. L'air de la montagne est devenu plus froid, signalant l'approche d'un hiver rigoureux. Je suis retourné au travail, plongeant dans les profondeurs glaciales, coupant l'acier et soulevant les épaves. Le travail physique me faisait plus de bien que jamais. Je ne portais plus le poids invisible et écrasant des attentes de ma famille. Un après-midi de fin novembre, mon oncle Évandé est venu d'Oregon pour me rendre visite. Je l'ai fait entrer par les nouveaux portails en acier et nous nous sommes assis sur la terrasse arrière, surplombant les eaux grises et agitées du lac, buvant du café chaud agrémenté d'un peu de whisky. Évandé a regardé autour de lui, hochant la tête en signe d'approbation. « Tu as construit un sacré mur, Stellin. »« Bien. Ça garde les loups dehors. »« Tu as eu de leurs nouvelles ?» ai-je demandé, regardant l'eau. J'avais changé mon numéro de téléphone et bloqué toutes leurs adresses e-mail. J'étais complètement hors de leur portée, pour autant qu'ils le sachent. Évandé a soupiré, enveloppant ses mains calleuses autour de sa tasse. « Oui, ton père m'a appelé la semaine dernière, pleurant comme un chien battu. C'est grave, Stellin. Vraiment grave. » Je n'ai rien dit, attendant qu'il continue. La faillite de Callaway est passée complètement, expliqua Évandé, une satisfaction sombre dans la voix. Le gouvernement enquête sur son fonds pour fraude potentielle. Deline a fait ses valises avec les enfants et est retournée vivre chez ses parents à Seattle. Elle a demandé le divorce il y a 2 semaines, affirmant qu'elle était victime de ses abus financiers. Quant à tes parents, ils vivent dans un petit appartement de 2 chambres dans un mauvais quartier d'Oakland. Callaway dort sur leur canapé. Ils survivent avec les maigres chèques de sécurité sociale de ton père. L'entendre à haute voix ne m'a pas apporté de joie, mais ne m'a pas apporté de culpabilité non plus. C'était juste comme la conséquence naturelle de la gravité. Si vous sautez d'une falaise en croyant que vous pouvez voler, le sol ne s'excuse pas de vous briser les os. Ton père m'a supplié de te parler, continua Évandé doucement. Il a demandé si tu pouvais simplement leur envoyer quelques milliers par mois, juste assez pour les aider à trouver un meilleur appartement. Il a dit qu'ils étaient désolés, qu'ils réalisaient qu'ils t'avaient tenu pour acquis. J'ai pris une longue gorgée de mon café, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu lui as dit, oncle? Évandé a ri. Un son rauque et sec. Je lui ai dit qu'il devrait demander à Callaway d'utiliser ses brillantes compétences en capital risque pour investir ce chèque de sécurité sociale. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai souri. C'était le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Je ne me suis pas arrêté là. Le lendemain, j'ai contacté Sarah, mon avocate. Je lui ai demandé de finaliser les ordonnances restrictives permanentes. De plus, j'ai transféré la propriété du domaine de Tao,
les actifs de mon entreprise et mes comptes bancaires dans une fiducie aveugle et irrévocable. Même s'il trouvait un avocat véreux pour essayer de me poursuivre en justice pour soutien familial, il se heurterait à un mur juridique en titane. J'ai réalisé quelque chose d'important pendant ce processus. La société nous conditionne à croire que la famille est sacrée, que vous devez pardonner aux proches toxiques parce qu'ils sont du même sang. Les gens vous diront d'être la personne la plus grande pour guérir le traumatisme générationnel. Mais je suis un plongeur de sauvetage. Je sais regarder une épave et déterminer si elle peut être sauvée. Ma famille était un navire en décomposition, reposant au fond d'une tranchée. Essayer de les remonter à la surface ne ferait que me noyer. Je ne voulais pas les guérir. Je voulais les amputer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Cela fait exactement 1 an que je les ai jetés sous la pluie glaciale. Je me suis réveillé ce matin avant l'aube. J'ai préparé une cafetière de café noir fort dans ma cuisine immaculée et silencieuse. Je suis sorti sur le balcon du 2e étage, le même balcon que Callaway avait essayé de revendiquer pour ses appels téléphoniques du matin, et je me suis appuyé contre la balustrade en cèdre. L'air était vif et sentait les aiguilles de pin et la neige. En contrebas, le lac Tao était parfaitement immobile, un miroir géant reflétant la faible lumière violette du lever de soleil approchant. Il n'y avait pas de camion de déménagement ruinant mon herbe. Il n'y avait pas de fausses personnes buvant du champagne dans mon salon. Il n'y avait pas de cris, pas de manipulation, pas de demandes incessantes d'argent. Il n'y avait que la paix, une paix absolue et ininterrompue. J'ai passé ma main sur le bois lisse du balcon. J'avais coupé ce bois. Je l'avais poncé. J'avais construit cette vie avec mes 2 mains cicatrisées, luttant contre la pression écrasante des profondeurs marines et la pression encore plus lourde d'une famille qui ne me voyait que comme un outil à utiliser et à jeter. En y repensant, j'ai réalisé que les 35 millions de dollars que j'ai gagnés ne m'ont pas acheté le bonheur. Le bonheur n'est pas une marchandise que l'on peut acheter. Mais ce que l'argent a acheté, c'est le pouvoir. Il m'a acheté un portail en acier de 50 000 dollars. Il m'a acheté les meilleurs avocats de l'État. Plus important encore, il m'a acheté le luxe ultime dans la vie, le pouvoir de dire non et de le faire réellement respecter. Je sais qu'il y a des gens qui entendront cette histoire et me jugeront. J'ai lu les arguments hypothétiques dans ma propre tête. Les gens qui ont des familles normales et aimantes ne peuvent pas comprendre le niveau de ruthlessness nécessaire pour survivre à une famille toxique. Ils diront que je suis sans cœur. Ils diront que jeter une mère âgée et un frère désespéré dans une tempête de montagne est l'acte d'un sociopathe, peu importe ce qu'ils ont fait pour le mériter. Ils diront que j'aurais dû les laisser rester la nuit, ou payer un hôtel, ou leur donner un petit prêt pour qu'ils se remettent sur pied. Ils diront que la vraie force réside dans le pardon et la miséricorde. Mais la miséricorde envers un parasite est une cruauté envers l'hôte. Si je leur avais donné 1 centimètre, ils auraient pris tout le domaine. Si j'avais payé un hôtel, je serais devenu leur propriétaire permanent. Si j'avais pardonné, ils auraient appris qu'il n'y a pas de véritables conséquences à m'abuser, seulement des inconvénients mineurs. J'ai choisi moi-même. Pour la première fois en 42 ans, j'ai mis ma propre survie au-dessus de leur confort. J'ai coupé la ligne de vie et j'ai laissé le poids mort couler au fond, là où il appartenait. Alors que le soleil franchissait enfin les sommets des montagnes, inondant le lac d'une lumière dorée brillante et aveuglante, j'ai pris une profonde inspiration de l'air glacial. Je ne suis pas le méchant de cette histoire, mais je ne suis pas le héros non plus. Je suis juste un homme qui a construit un sanctuaire et l'a défendu. J'ai regardé mes mains, traçant les cicatrices pâles laissées par le câble cassé il y a tant d'années. Elles étaient un rappel que j'avais survécu au pire que l'océan pouvait me jeter. Et j'avais aussi survécu au pire que ma famille pouvait me jeter. Le lac est resté parfaitement calme, la surface intacte, et pour le reste de ma vie, ma paix restera intacte aussi. Oncle Évandé m'a dit que couper une branche pourrie est le seul moyen de sauver l'arbre. Mais je sais que beaucoup de gens pensent que j'ai été trop impitoyable, que laisser mes parents âgés et mon frère faire face à l'itinérance sans un sou de mon aide fait de moi un monstre. Alors, qu'en pensez-vous? Étais-je justifié de les laisser dehors dans le froid, ou ai-je franchi la ligne et suis-je devenu aussi toxique que? Partagez vos pensées et vos propres expériences avec les familles toxiques dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez entendre plus d'histoires sans phare, de la vie réelle, de personnes qui se défendent et revendiquent leur paix, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.